Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Bienvenue à cette capsule de statistiques. Alors après avoir défini les termes dans la première capsule, on va maintenant parler de différentes stratégies pour commencer à organiser une série de données, une distribution de données. Alors après avoir recueilli des données, on les organise typiquement dans une forme de grille nommée matrice de données. À l'aide, il y a tout un paquet de logiciels qui permettent de faire ça, mais on peut faire ça sur Excel, évidemment, sur SPSS, si vous avez déjà entendu parler de ça, sur R, SAS, JASP. Pas besoin de vous en faire avec ça, mais c'est tous des logiciels qui permettent de produire ces matrices de données ici. Celle de droite, ici, montre le score de lecture des 15 enfants dans le groupe expérimental dans notre étude. Okay. Chaque colonne, comme vous pouvez voir, représente une variable. Alors, la première variable ici, c'est, si on veut, l'identité de l'enfant. On leur a donné un numéro de participant pour rester anonyme. On n'a pas mis leur nom, mais c'est une variable quand même. La deuxième variable, pour le fun, imaginons qu'on a noté le genre de l'enfant d'une manière binaire, disons, mâle ou femelle, masculin-féminin. Et donc, on a le genre ici, donc on voit qu'il y a des masculins, des féminins. Et la troisième colonne, c'est leur score, okay? Au test de lecture. Donc, chaque colonne représente une variable. Et chaque rangée représente une unité statistique, parce qu'ici, on a une rangée qui représente un participant mâle, masculin, je devrais dire, qui a eu un score de 93. La deuxième rangée, une participante, donc féminine, qui a eu un score de 90. La troisième, une participante qui a eu un score de 92, et ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est une matrice de données très simple. Ici, on a 15 scores. Mais typiquement, dans une étude, on va en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et une matrice de données comme ça peut devenir très problématique parce que très longue, dans le fond. T'sais, ici, on a 15, pas si pire, mais si on avait 300 scores, ça serait super long à visualiser. Okay? Et en plus d'être très long, il y a souvent des répétitions. Comme vous pouvez voir, il y a 90, il y a une personne qui a 90, une autre personne qui a 90, 93, il y a une, deux, trois personnes qui l'ont. Donc, c'est non seulement il peut y avoir beaucoup de participants dans une matrice de données, mais en plus, il peut y avoir des répétitions de scores. Alors, ça devient un peu le fouillis, si on veut, si on laisse ça comme ça. Okay? En plus, les scores ne sont pas ordonnés nécessairement. On va par participant. Mais pas nécessairement, on n'ordonne pas nécessairement, il n'y a pas d'ordre dans les scores. Là. Le premier participant est 93, le deuxième 90, le troisième 92. Il n'y a pas nécessairement un ordre croissant. On pourrait en imposer un, ça réglerait le fait qu'il y a maintenant de l'ordre, mais ça resterait qu'il y aurait des répétitions puis un énorme paquet de participants si on avait 300 participants, par exemple. Pour régler tout ça, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on utilise une distribution de fréquences. Okay? Dans une distribution de fréquences, on simplifie le tout en faisant quoi? En imposant un ordre croissant au niveau des scores et en éliminant les répétitions. Et on élimine les répétitions en associant une fréquence à chaque score. Okay? Les fréquences peuvent être de deux types, en fait. Pour l'instant, on va en voir d'autres, mais absolue ou relative. Une fréquence absolue, c'est le nombre d'unités statistiques qui ont eu ce score. Donc, 3 personnes ont eu 89, 2 personnes ont eu 90, 2 personnes ont eu 91, 1 a eu 92, 3 a eu 93, aucune a eu 94, 3 a eu 95 et 1 a eu 96. Donc, juste cette partie-là, ici, résume tout ceci. Tout ceci est résumé avec ça ici. Okay? Les fréquences relatives, elles, c'est le pourcentage d'unités statistiques qui ont eu ce score. Donc, si les fréquences absolues, c'est le nombre d'unités statistiques, comme 3 personnes ont eu 89,
Les fréquences relatives, c'est le fait que 3 personnes sur le total de personnes, 3 sur 15, c'est 20%. 20% des enfants ont eu 89. 13,33% des enfants ont eu 90. Et ainsi de suite. Donc, c'est normal qu'ici, ça donne un total de 15, qui était notre nombre d'enfants, qui était ici, là, les 15 enfants. Et ici, c'est normal que ça donne un total de 100, évidemment, parce qu'il faut que ça donne 100% à la fin. Hein? Donc, une distribution de fréquences comme ça nous permet de grandement simplifier visuellement la matrice de données. Dans le cas où il existe un grand nombre de scores, comme ici, là, regardez, tous nos scores là, étaient tournés alentour de 89 et 96. C'est pas un énorme... c'est pas un énorme nombre de scores. Là. Entre 89 et 96, c'est pas pire. Mais imaginons qu'on avait une base de données avec 30 personnes, mais les scores peuvent aller de 0 à 100, par exemple. T'sais? Mais là, ça fait beaucoup de scores possibles. Alors, dans le cas où il existe un grand nombre de scores possibles, on peut les grouper en classes. Par exemple, ici, on imagine une autre distribution de données avec 30 enfants cette fois-ci. Okay? Imaginons qu'on a pris 30 enfants, une autre étude sur les habiletés de lecture, là, 30 enfants, et puis eux autres, ils ont un score qui peut aller de 0 à 20, puis là, les scores qu'on trouve chez ces enfants-là, ils vont de 20 à 89. Le minimum, c'est l'enfant qui a eu le plus bas score, c'était 20, puis l'enfant qui a eu le plus haut score, c'est 89. Bien, ça fait une plus grande rangée possible de scores, là, t'sais. Donc, plutôt que de faire un plus long tableau, ce qu'on peut faire, c'est simplement regrouper les scores en classes. Okay? Par exemple, en faisant des bonds de 10, de 0 à 9, de 10 à 19, de 20 à 29, de 30 à 39, et ainsi de suite. Donc, ici, on voit qu'aucun enfant a eu un score de 0 à 9, aucun a eu un score de 10 à 19, un a eu un score entre 20 et 29, deux ont eu un score entre 30 et 39. Okay? Même chose ici avec les fréquences relatives, vous vous souvenez, prenons celle-ci, 33,33% des enfants, donc disons pas mal, en fait, un tiers ont eu un score entre 50 et 59, ce qui veut dire 10 enfants, tu sais. Et ainsi de suite. Et ça donne un total de 30, parce qu'on s'imaginait maintenant que c'était 30 enfants plus 15. Là. C'est un tableau différent, avec des données différentes pour les besoins de la cause. Et ici, ça donne 100%, évidemment. Prenons cette personne-là ici, qui a eu un score entre 20 et 29. Le problème avec ce tableau-là, c'est qu'il ne nous dit pas c'était quoi le score. Ça pourrait être 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, c'est moins précis pour ça. Mais ça nous dit que c'est quelque part entre 20 et 29. Mais des fois, pour certaines données, ce qui nous intéresse, c'est vraiment à l'intérieur de quelle classe tu tombes, par exemple, et non pas ton chiffre précis. OK, donc ici, comme je vous dis, on a des fréquences absolues, fréquences relatives, okay, qui comptent combien de personnes ou quel pourcentage des gens ont eu tombent dans tel groupe de score, par exemple. Okay? Mais il y a d'autres genres de fréquences qu'on peut calculer qui sont des fréquences absolues et relatives cumulées, que je vais vous montrer ici. Des fréquences absolues cumulées puis des fréquences relatives cumulées. Okay? La différence, c'est que les fréquences cumulées indiquent le nombre, soit absolu, le nombre d'unités statistiques ou le pourcentage des unités statistiques, qui ont eu un score ou moins. Donc, c'est des fréquences absolues cumulées ici. On a 3 ici. Ce que ça veut dire, c'est pas que 3 personnes ont eu un score entre 30 et 39. Ça. Ce que ça veut dire, c'est que 3 personnes ont eu un score de 39 ou moins. Le 15 ici, ça veut dire que 15 personnes ont eu un score de 59 ou moins. Le 29 veut dire que 29 personnes, ont eu un score de 79 ou moins. Ça ici, 50% des enfants ont eu un score de 59 ou moins. Donc, les distributions de fréquences cumulées, soit absolues ou relatives, okay, nous dit justement combien d'unités statistiques, lorsque c'est absolu, ou quel pourcentage d'unités statistiques ont eu un score ou moins. C'est la différence entre cumulé puis celle d'avant qui était non cumulée. Par exemple, 29 enfants ont eu un score
entre 0 et 79, comme j'ai dit ici. Donc 29 enfants ont eu un score entre 0 et 79. Et la moitié des enfants, 50%, ont eu un score de 59 ou moins. Donc, il faut faire la différence entre les fréquences absolues cumulées, les fréquences absolues, les fréquences relatives et les fréquences relatives cumulées. Et on peut les mettre toutes dans un tableau ici. Okay? Très souvent, ce qu'on peut faire, c'est un tableau complet ici où on a les fréquences absolues. Donc, si on prend ça ici, ça veut dire une personne a eu... Non, disons, je vais prendre ça ici. 10 personnes ont eu un score entre 50 et 59. 15 personnes ont eu un score de 59 ou moins. 33,33% des gens ont eu un score entre 50 et 59. 50% des gens ont eu un score entre 59 et moins. Il faut vraiment faire la différence entre les fréquences absolues, absolues cumulées, relatives, relatives cumulées. Mais il y a une autre façon dont on peut organiser les données pour les visualiser. Et c'est avec un diagramme à tige et feuille. Okay? Dans un diagramme à tige et feuille, les valeurs à gauche sont appelées tiges, puis les valeurs à droite sont appelées feuilles. Okay? Et dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que on inscrit les tiges. Donc, ça, c'est comme, disons, les dizaines. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? On écrit les tiges ici. Puis nous autres, on a choisi les dizaines parce que c'est ce qui fait du sens avec nos données ici. On a des données qui vont de 0 à 100. Donc, c'est bien de les diviser en dizaines. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90. Et ben, c'est ça. Ensuite, à la droite, on met les feuilles qui sont dans le fond les plus petites unités. Fait que je l'explique mal, là, mais pour comprendre, c'est que si quelqu'un a un score de 42, on va dans 40 puis on écrit un petit 2. Donc, quelqu'un ici a un score de 48 parce qu'on a écrit un petit 8 dans la tige de 40. Okay? Donc, on peut voir ici qu'il y a il y a 3 fois 9 dans la ligne de 50 ici. Dans la tige de 50, il y a 3 fois 9. 9, 9, 9. Ça veut dire qu'il y a 3 scores de 59. Okay? Donc, les scores ici, on peut les voir. Ah oui, en passant, s'il y avait... Ici, il n'y a pas de score de 10, par exemple. Okay? S'il y avait quelqu'un qui avait un score de 10, il faudrait mettre un 0 ici. On ne pourrait pas mettre un 1, parce que ça serait un score de 11. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas des fréquences, là, ça. Là. Le 8, ici, ce n'est pas une fréquence. Ce n'est pas 8 personnes qui ont eu 20. Ce n'est pas la même chose. C'est que voici les scores. 28, 31, 34, 42, 48, 51, 54, 55, 55, 55, 56, 58, 59 x 3, 63 x 2, 64 x 2, 65, et ainsi de suite jusqu'à 84. Donc, c'est les données d'ici. C'est les données d'ici qui sont en groupe, là. Mais elles sont mises ici en tige et feuille. Donc, c'est relativement simple et c'est une bonne façon de visualiser les choses. Souvenez-vous, les chiffres ici ne sont pas des fréquences. Donc, on a des répétitions ici. Okay? Comme la matrice de données de départ, on a des répétitions, mais on dirait que c'est plus facile à visualiser de cette manière-là. Donc, jusqu'à maintenant, on simplifie une matrice de données, toujours avec des manières tabulaires, si on veut, en utilisant des tableaux, puis il y a des chiffres et ainsi de suite. Mais il y a une façon de le faire encore plus visuel, puis vous avez déjà vu ça. C'est le principe d'un histogramme de fréquence, par exemple. Okay? À partir d'une distribution de fréquences que l'on retrouve ici, par exemple, j'ai ma distribution de fréquences de tout départ, là. Au début avec mes fréquences absolues, mes fréquences relatives. Okay? Je peux créer avec ça un truc qu'on appelle un histogramme de fréquences ou juste un histogramme. Et le voilà ici. Okay? Donc on peut voir, ça c'est un histogramme des habiletés de lecture pour le groupe expérimental par exemple. Chaque score possible se trouve sur l'axe des X. Donc ça c'est les scores qui ont été obtenus. 89, 90, 91, 92, 13, 14... 15, 16, 14, il n'y avait personne, comme vous pouvez voir ici. Là. Et ça, c'est le pourcentage, donc ça revient à la fréquence relative, dans le fond. Okay? Donc, on peut voir la distribution de manière purement visuelle ici. Okay?
Remarquez, la même chose peut être faite avec des données groupées. Ici, c'est ma deuxième base de données là, que j'avais utilisée là, quand je parlais de données groupées, là, où il y a 30 enfants cette fois-ci, puis les données sont groupées par bond de 10. On voit les fréquences absolues, les fréquences relatives, et voici l'histogramme. OK? Même chose. Donc ici, au moins, au lieu d'être des notes, c'est des bons de notes, dans le fond, des classes de notes. Et l'axe des Y est le pourcentage, la fréquence relative en pourcentage. Un petit détail, des fois vous pouvez voir ça dans des documents, que parfois on voit des histogrammes où les barres sont collées les unes aux autres, comme ici, puis des fois on le voit où elles sont séparées les unes des autres. Okay? Typiquement, c'est que si c'est une variable quantitative continue, on colle les barres les unes aux autres. Et si c'est une variable quantitative discrète, comme ici j'en ai fait un avec le nombre d'enfants en classe. La largeur des classes de 5e année, le nombre d'enfants en classe, pourcentage. Donc on voit que il y a 35% à peu près des classes qui ont 6 enfants en classe. Il y a 5% des classes qui ont un enfant en classe. En tout cas, ça fait pas de sens, mais ça fait rien. Mais le nombre d'enfants, ça, c'est discret. Right? Donc, c'est pour ça que j'ai mis les barres ici qui ne se touchent pas les unes aux autres. Parfois, on peut aussi utiliser un polygone de fréquence à la place d'un histogramme. Donc ici, vous avez l'histogramme de tantôt, là. Okay? Puis, je l'ai simplement remplacé par un polygone de fréquence. Pour un polygone de fréquence, c'est très simple. On trace une série de droites qui partent de 0. Okay? Ici, on ne la voit pas partir de 0, là, mais c'est pour des raisons graphiques. Là. Techniquement, ça part de 0. Okay? Puis, ce que vous faites, c'est que vous passez par le milieu de chacune des barres. Là. Le point milieu, si on veut. Puis vous regroupez tous les points milieu, puis ça donne ça. Ça donne un polygone de fréquence qui donne exactement la même information que l'histogramme en passant. Hein. Il n'y a aucune différence. Okay. La seule affaire ici, c'est que je me rends compte que ici, en fait, vous vous souvenez, ça c'est une variable continue, la note au test de lecture. Donc techniquement, quand c'est une variable continue, ok, ce qu'on fait, c'est que notre polygone de fréquence comme ça, on le transforme en courbe lisse, qui est ça ici. Voyez-vous comment c'est une courbe lisse? Donc ça serait techniquement plus un polygone pour une variable discrète, quantitative discrète. Puis ça serait plus pour une variable continue. Parce qu'on considère que comme il y a une infinité de points, théoriquement, entre chacun des points, ben, entre chacun des scores, donc techniquement, les lignes serait lisse, ok, pour des raisons mathématiques. Ok, voici un autre graphique possible qu'on peut faire, une ogive. Ça, c'est pour les fréquences cumulées. Vous vous souvenez des fréquences cumulées? Si je retourne en arrière, ok, les fréquences cumulées ici, par exemple, là, pour le score de 0 à 9, j'avais 0 personnes, 10 à 19, 0 personnes. Si je viens ici, par exemple, 27 personnes avaient un score de 69 et plus bas, et ainsi de suite. Vous vous souvenez de ces fréquences absolues cumulées ou relatives cumulées? Ben, vous pouvez les mettre en graphique, elles aussi. Et si vous le faites, ça donne une ogive. Ça donne ce truc-là. Okay? Ça donne typiquement un genre de courbe en S, un petit peu comme un S un petit peu déformé. Là. Et ça, dans le fond, ce que ça donne, c'est qu'un point spécifique sur la courbe indique le pourcentage ici, parce que ici, l'ogive que j'ai construite, c'est une ogive des fréquences relatives. Okay? Donc, on parle de pourcentage. Cumulé pour les habiletés de lecture dans le groupe expérimental, par exemple, dans notre étude. Et dans le fond, c'est qu'un point spécifique sur la courbe indique le pourcentage des cas qui ont obtenu un score particulier ou moins, comme le fait des fréquences relatives cumulées. Donc, si je vais... ici, dans celui-là, c'est plus dur à lire, mais tu sais, par exemple, si je prends 60 et 69, puis je monte comme 60-69, ça semble m'amener quelque part ici. Il semble qu'il y a au moins, disons, 90% des enfants qui ont un score entre 69 et moins. 69 et moins. Okay? Ici, je l'ai simplement mis l'ogive, mais j'ai simplifié les choses pour qu'on puisse vraiment voir. Et dans le fond, c'est ça. Ce qu'on voit ici, c'est la même ogive, et ce qu'on voit, c'est que 90% des enfants ont un score entre 69 et moins. 16,67% des enfants ont un score entre 49 et moins.
100% des enfants ont un score entre 89 et moins. OK? 3,33% des enfants ont un score entre 29 et moins. C'est ça qu'une ogive fait. Okay? Et donc, c'est normal que ça tend vers le 100 parce que ça tend vers le 100%. Okay? Parce qu'au bout d'un moment, on arrive à 100% des participants qui sont répertoriés. Quand c'est une ogive qui utilise des fréquences relatives, évidemment. Donc, comme je vous dis, ce graphique suggère que 90% des enfants ont eu un score de 60 ou moins. Et c'est ça. Et juste pour le fun, des fois, je trouve que les étudiants oublient quand on leur montre des histogrammes ou si je leur montre une courbe lisse comme ça, par exemple, okay, dans le contexte d'une étude. Des fois, j'ai des étudiants ou des étudiantes qui m'ont déjà demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire quand elle est plus haute? Okay? Puis on a tendance à l'oublier des fois. Et même moi, des fois, je me prends à dire, mais ça veut dire quoi quand elle est plus haute? Et il faut vraiment se souvenir que très souvent, si on parle de participants, dans le fond, il faut le visualiser comme ça. Là, t'sais. Quand la courbe monte, c'est parce qu'il y a plus de gens qui sont à un certain point sur l'axe des X. Là, t'sais. Donc, on peut former des vrais histogrammes, si on veut, ou disons des vraies courbes là, de fréquence avec des personnes. Okay? Ici, on a classé les gens par leur grandeur de 5 pieds à 6 pieds 5. Puis on prend une photo un peu à, je ne sais pas quel degré c'est, là, mais en tout cas, fait penser à 45 degrés à peu près là, d'angle. Et ce qu'on voit, c'est naturellement émerger, on pourrait penser, un histogramme dans le fond. On voit naturellement émerger un histogramme, puis moi j'ai mis une courbe par-dessus. Donc, quand ça monte, les points les plus hauts, c'est littéralement qu'il y a plus de gens là. Okay? Donc, souvenez-vous de ça, parce que des fois, à un moment, on va commencer à utiliser les courbes de manière très, très... on va juste parler de courbes, puis on ne parlera plus de nombre de participants. Mais souvenez-vous qu'une courbe, puis un point haut de la courbe, c'est littéralement qu'il y a plus de gens en dessous, puis un point bas, c'est qu'il y a moins de gens en dessous. OK? Donc, ces courbes-là, on va en voir un paquet. On va voir des distributions qui sont symétriques. Donc, ici, on a un exemple. Ici, on a l'exemple, en fait, d'une distribution qui est probablement normale. On va énormément parler de la distribution normale, okay, qui est une distribution symétrique, okay, qui est pas mal la même d'un bord que de l'autre. Mais vous pouvez avoir ici une autre distribution symétrique qu'on appelle quelque chose de bimodal, dont on parlera plus tard. Okay? Donc, imaginons un groupe où vous avez pris 100 participants, puis la moitié des participants sont vraiment faibles dans quelque chose, puis l'autre moitié sont vraiment forts dans quelque chose, puis il y a comme personne qui est au milieu, disons. Tu sais, ça donne une distribution symétrique quand même. Vous avez des distributions asymétriques comme ça, qui est une asymétrie positive, et ça qui est une asymétrie négative. Le truc pour se souvenir de positif ou négatif, moi j'ai un truc ridicule là, pour s'en souvenir, mais je vais vous le donner. Là. Je pense toujours de gauche à droite, ok? Puis c'est l'idée que si je vais de gauche à droite, là, ici, j'imagine un petit bonhomme qui descend, oui, puis c'est quelque chose de le fun, de glisser, donc c'est positif. Alors qu'ici, mon petit bonhomme, il est à gauche, puis il faut qu'il monte à droite. C'est très très dur, donc c'est négatif de monter ça. Vous avez probablement un meilleur truc. Probablement que vous n'aurez pas du tout besoin même d'utiliser ce truc-là. Mais moi, c'est mon truc pour se souvenir d'asymétrie positive et asymétrie négative. Un exemple d'asymétrie positive ici, ce serait par exemple, imaginons que si ça c'était une distribution de salaire des gens, puis on verrait que la grande majorité des gens ont un salaire très bas. Mais il y a juste quelques personnes qui ont un salaire super haut, donc ça force la distribution à aller beaucoup plus loin. Ici, ça serait l'inverse, comme personne n'est pauvre, mais pas personne, mais en fait, il y a juste quelques personnes qui sont très pauvres ici, mais la vaste majorité des gens sont similairement très riches ici, par exemple. T'sais? Donc, et on va reparler de distribution comme ça et comment on les utilise pour faire toutes sortes de choses intéressantes. C'est tout pour maintenant. Je vous laisse là-dessus. Ciao!